pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Dina Al-Kurdi, professeure à l'Université d'Alexandrie et formatrice dans le domaine de la technologie de l'enseignement au sein de l'Agence universitaire francophone. Dr Dina Al-Kurdi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame, merci infiniment. Docteur Dina Al-Kurdi, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées pour aider la jeunesse, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans le domaine de l'enseignement au sein d'une autre initiative présidentielle importante, celle de Haya Karima. Tout d'abord, abordons l'enseignement qui est votre spécialité. Dans quelle mesure il y a eu un encouragement à l'enseignement et un recours aux nouvelles méthodes d'enseignement au sein de cette initiative, notamment dans les régions éloignées et les sociétés rurales? Désolée infiniment parce que je vous entends pas très bien, mais est-ce que je peux bien sûr répondre à la question en disant que maintenant vraiment l'État accorde une très grande priorité, une très grande importance à l'enseignement. Et surtout, nous pouvons voir cela avec l'enseignement de l'université. Et il y avait aussi quand même la fondation de plusieurs universités semi-gouvernementales dernièrement. Et toutes ces universités accordent une très grande importance à l'utilisation de la technologie et aussi le domaine de l'intelligence artificielle. Et pour répondre aux besoins du marché du travail dernièrement et pour aussi avoir une bonne réputation autour du monde pour avoir plusieurs jumelages par la suite avec les autres universités internationales. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question parce que je ne l'ai pas tout à fait entendu. Nous allons revenir sur l'aspect universitaire qui est aussi une des priorités de l'État, mais pour revenir à l'initiative baptisée Haya Karima qui est partout dans le pays, mais notamment en Haute-Égypte et dans les sociétés rurales, là où les élèves étaient les moins privilégiés et les étudiants. À votre avis, dans quelle mesure il y a eu un progrès réalisé, notamment au sein des universités qui se trouvent dans les villes les plus petites? Oui, effectivement, nous pouvons voir que ce projet-là, Haya Karima ou bien Vie décente, vraiment a très bien réussi, surtout dans les zones rurales, parce que vraiment ces zones qui étaient vraiment marginalisées dans le passé, maintenant ont totalement changé. Et nous pouvons voir cela non seulement pour l'université, l'enseignement dans les universités, mais aussi nous pouvons le voir dans les bâtiments de ces personnes-là et dans leur vie et le fait de leur accorder aussi quelques projets pour mener leur vie. Et nous pouvons voir aussi cela avec les universités dans ces zones rurales-là. Ces universités ont totalement commencé à changer et ont accordé une très grande priorité aux programmes, les programmes des nouvelles technologies, comme par exemple tout ce qui concerne l'intelligence artificielle ou bien les autres domaines qui sont en émergence, comme on dit. Et par la suite, je peux dire que, bien sûr, les universités ont un impact sur la société, parce que si nous allons vraiment accorder une très grande importance à ces universités et nous allons intégrer de nouveaux programmes, donc bien sûr, tout cela, ça va influencer la vie et la vie des personnes qui se trouvent dans les zones rurales. Leur vie va complètement changer. Et maintenant, l'État accorde une très grande importance entre la relation qui doit avoir lieu entre les universités et la société civile. C'est pour cela qu'une fois que nous allons changer les programmes et nous allons bien sûr avancer dans les programmes ou bien l'éducation que nous allons donner auprès des universités dans ces zones, tout cela va avoir un impact par la suite sur la vie des personnes qui vivent dans ces zones rurales, surtout pour aussi leur donner l'opportunité d'avoir de petits projets ou bien quelques moyens projets pour mener leur vie. Vous êtes formatrice
dans le domaine de la technologie de l'enseignement au sein de l'agence universitaire francophone. Tout d'abord, on voudrait en savoir plus sur cette agence. Alors, l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une agence internationale qui groupe toutes les universités où se trouve la langue française comme une langue officielle. Et bien sûr groupe toutes les universités autour du monde. Et cette agence accorde une très grande importance à l'utilisation de la technologie auprès des universités et des universitaires, et aussi accorde une très grande importance à la formation de futurs professeurs et de futurs du corps professoral aussi, pour l'utilisation de la technologie dans tous les domaines, ou bien dans toutes les matières, ou bien les modules, quels que soient les modules, bien sûr, théoriques ou bien pratiques. Oui. En quoi consiste la formation dans ce domaine de la technologie? C'est-à-dire, est-ce que ceci concerne la technologie de l'enseignement en recourant aux méthodes modernes du côté académique et théorique, ou du côté instrumental et côté technologique? Oui, en fait, nous pouvons grouper entre les deux, parce qu'il y a bien sûr les formations qui concernent l'utilisation de la technologie en classe avec les étudiants, quelle que soit la matière, et comment peut-on, par exemple, utiliser de nouvelles méthodes comme la classe inversée, la classe active et tout cela, pour motiver l'apprenant et pour qu'il puisse être plus indépendant et autonome dans l'apprentissage. Donc ça, c'est une chose. Et autre chose aussi, nous pouvons voir qu'il y a d'autres instruments, ou bien, par exemple, il y a maintenant, nous pouvons parler des laboratoires qui sont à distance entre les universités. Nous pouvons parler, par exemple, de l'utilisation du robot. Et de plusieurs autres outils, ou bien de l'intelligence artificielle, ou bien aussi de la réalité augmentée, ou bien de la réalité virtuelle quand même. Voilà donc tous ces instruments via lesquels nous pouvons enseigner les matières. Et aussi l'agence aussi a un autre parcours maintenant qui est en pleine effervescence, c'est que le fait de relier la vie des universitaires avec le marché du travail. C'est pour cela qu'elle accorde une très grande importance à donner des formations sur l'entrepreneuriat et sur le fait de créer de nouveaux projets ou bien de petites entreprises pour les entrepreneurs et pour les start-ups. Évidemment, les étudiants aspirent toujours à adhérer des universités qui sont très bien classées, des universités dans les grandes villes, et ceci faisait en sorte qu'ils devaient se dépayser, si on peut le dire, et s'éloigner de leur ville natale et de leur domicile. À l'heure actuelle, les universités sont devenues beaucoup plus répandues. Il y a davantage d'universités ayant été formées. Parlons un petit peu du cursus de ces universités. Est-ce que c'est à la hauteur des grandes universités, telles l'université d'Alexandrie, du Caire et autres? Oui, nous pouvons dire maintenant qu'il y a beaucoup d'universités que nous pouvons trouver, bien sûr, dans toutes les régions d'Égypte, dans toutes les zones géographiques, et bien sûr, l'étudiant peut choisir n'importe quelle université. Maintenant, nous n'avons pas cette condition-là que l'étudiant, par exemple, il vit au Caire, donc il doit avoir une université qui se trouve, par exemple, au Caire. Donc maintenant, il peut changer l'université comme il veut. Et aussi, nous pouvons trouver qu'il y a les nouvelles universités qui viennent d'être créées. Ces universités ont un certain jumelage avec d'autres universités au niveau international. Et par la suite, nous pouvons trouver qu'il y a vraiment de nouveaux programmes qui ont été créés ou bien qui ont vu le jour. Comme je vous le dis, l'intelligence artificielle, tout ce qui concerne le robot et la technologie, et pas mal de choses que nous n'avons pas dans le temps dans les universités gouvernementales comme celle du Caire ou bien de Ain Shams ou bien d'Alexandrie. Donc il y a de nouveaux programmes. Je vois qu'il y a vraiment une certaine appréciation auprès des étudiants et auprès des parents d'intégrer donc ces universités vraiment pour voir comment quels sont les nouveaux programmes et tout cela. Et autre chose, pour toutes ces universités, nous en tant que corps enseignant ou bien corps professoral, nous étions aussi bien formés sur l'utilisation de nouvelles technologies dans l'enseignement et aussi sur l'intégration de nouveaux cursus
auprès de ces universités, parce que bien sûr pour créer une telle université ou bien pour fonder une telle université et intégrer un tel programme comme le nouveau programme, donc ça exigeait beaucoup de temps en fait pour écrire par exemple le statut des modules ou bien des cursus et tout cela, et donc il y avait un grand nombre de professeurs qui ont été formés pour cela. Bien sûr, au début, il peut y avoir quelques parents qui ont quelques hésitations. Est-ce que vraiment je peux avoir recours à ces universités ou bien il vaut mieux intégrer une université, par exemple, gouvernementale, comme vous venez de le mentionner. Mais vraiment, ces nouvelles universités sont très bien équipées. Il y a beaucoup de technologies dans ces universités-là. Il y a vraiment des professeurs qui sont très bien formés. Ça peut prendre un peu du temps pour que l'université puisse avoir une bonne réputation, mais ça exige juste du temps. Docteur Dina Al-Kordi, vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. L'inclusion de l'initiative baptisée Vie décente dans la plateforme des partenariats de l'ONU pour le développement durable met en relief son importance. Voyons les détails dans ce compte rendu. Les Nations Unies ont inclus l'initiative présidentielle Vie décente dans les projets de la plateforme de partenariat pour les objectifs de développement durable de l'organisation. Dans son rapport, l'ONU a salué sa contribution à atténuer les effets négatifs de la pandémie du Covid-19 en améliorant le niveau de vie des sociétés rurales les plus nécessiteuses, en créant des offres d'emploi et en fournissant les services essentiels et les aides aux familles défavorisées. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement durable Égypte 2030, porte sur 4 axes. Améliorer le niveau de vie, développer les infrastructures, améliorer la qualité des services et réaliser un développement économique. Et ce, en mettant en place un plan de développement intégral des sociétés rurales, en y réduisant la pauvreté et le chômage, améliorant les services sanitaires, éducatifs et les infrastructures, notamment la fourniture d'eau potable et l'installation des réseaux de drainage sanitaire. Le ministère de la Planification a lancé un système électronique pour identifier les besoins et les domaines de développement dans les villages visés par l'initiative, tout en préparant un plan pour les diverses interventions nécessaires. La numérisation de l'élaboration des plans facilitera le suivi de leur exécution et le règlement des problèmes qui surviennent. Lancée en juillet 2019, la première phase de l'initiative Vie décente a visé le développement de 375 villages parmi les plus pauvres dans 14 gouvernorats, où le taux moyen de pauvreté a dépassé les 70%. Le plan de développement de cette phase a consisté à fournir les services essentiels à ces villages dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Un budget de 13,5 milliards de livres égyptiennes a été consacré à cette phase, dont ont bénéficié au total 4,5 millions de personnes. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé en 2021 une nouvelle initiative pour remplacer les anciens véhicules, plus de 20 ans, par des véhicules neufs fonctionnant au gaz naturel comprimé. Les propriétaires des anciens véhicules, voitures privées, taxis et minibus, ont la possibilité de remplacer leurs véhicules à essence par de nouveaux fonctionnant au gaz naturel comprimé ou au biocarburant, essence et gaz naturel. L'objectif est d'aider les Égyptiens, particuliers et professionnels, à acheter un véhicule neuf en échange de la mise au rebut de leurs vieux véhicules. 250 000 véhicules seront remplacés sur 3 phases entre 2021 et 2023. Au cours de la première année, 70 000 anciennes voitures, 155 000 véhicules privés, taxis ainsi que 15 000 minibus sont remplacés par des véhicules neufs, 90 000 au cours de la deuxième année et 90 000 au cours de la troisième. Le lancement de cette initiative intervient dans le cadre du programme national de conversion et de remplacement des véhicules au gaz naturel comprimé, lancé il y a 2 ans. Le programme vise notamment à encourager l'utilisation du gaz naturel, qui permet d'économiser près de 50% du prix de l'essence et de fournir de meilleurs revenus aux chauffeurs de taxi et de minibus.
Afin de sensibiliser les citoyens et de les inciter à rejoindre la nouvelle initiative, le ministère de l'Industrie a organisé la première exposition consacrée à la technologie de conversion des véhicules à l'énergie propre. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a créé un site électronique pour l'enregistrement des demandes de remplacement des véhicules. Il y a une participation importante de la part des citoyens sur le site électronique de l'initiative. Des primes sont proposées aux personnes qui remplacent leur véhicule. La présidence de la République avait annoncé que le gouvernement fournirait une prime financière, la prime verte, aux citoyens qui veulent acheter de nouveaux véhicules fonctionnant au gaz naturel. Les constructeurs automobiles égyptiens se sont prononcés en faveur de la nouvelle initiative, mais ont exprimé des réserves à propos de l'insuffisance des stations-service de gaz naturel. La Banque centrale d'Égypte a déclaré qu'une initiative avait été lancée pour financer la construction dans un premier temps de 287 stations-service d'un coût de 5,3 milliards de livres. مش هنسى أبدا أوجه الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على دعمه، على كرمه، على ستره، على نصره، على عطفه وعلى رحمته بينا.